Hello, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Rebecca. Hello dans la Comment parole. allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, aujourd'hui on est dans notre sujet, on est dans notre sujet. Comme toujours, on tapote, on tapote le live et on le partage, s'il vous plaît. Hop. Oui, papoter la famille. Moi aussi, je partage. Ceux qui doivent nous faire en fait des comptes rendus, on vous attend. On vous D'accord. attend, venez nous faire des comptes rendus. Bien. Donc, on vous attend pour les comptes rendus. Ceux qui doivent nous envoyer des comptes rendus là, Le résumé? hein, où sont-ils? Oui, les résumés. Ceux qui doivent nous faire les résumés. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est pas amour ou patience? Attends. Non, elle a pas fait tout le monde. Ok, ceux qui doivent nous faire les résumés, là, on vous attend. Bonsoir, je suis Bonjour la content comme tu famille. as dit ce. Comme tu as dit ce, ça veut dire qu'on est nombreux. Voilà. Normalement, oui. Bonjour, Normalement, Duchance, comment tu vas? Bonjour normalement, Eben. normalement, Bonjour tout le monde. c'est censé être nombreux. Mais Ah, je, on m'en met encore. Ouais, ne garde pas de l'affaire là. Tu as dit ce. je, oui, c'est censé. Mais je sens que certains ne Tu as vont vu. pas Ouais, ça Voilà trop. va pour vous bien. parents. Voilà la question de pour vous parents qui demandent quel résumé. Ouais, voilà les élèves qui manquent souvent à l'école. Waouh, waouh, ils se déclarent comme ça en public. En plus, elle-même, elle est en plein dedans. C'est principalement pour ceux qui sont en groupe suivi formation et puis ceux qui sont aussi en team réveil par la suite. Donc, Ouais. Donc, bon, on va d'abord c'est les tapoter le résumés des live, lives la famille. précédents. Tapoter d'abord le live avant. Oui, mais on tapote Elle dit d'abord, qu'elle s'il se vous plaît. prépare. Là, on a que 200 Tapotez, j'aime. tapotez, s'il vous plaît. On tapote et après, on pourra commencer. Ça va Tapotez sinon le la live, s'il journée. vous plaît. La santé est revenue un peu. Ça va, ça va, ça va, ça va, tranquille. Ça va, on peut dire ça. C'est qui se Important. prépare? Ah, pour vous, parents se préparent. Hmm, elle se prépare. Bonjour Olitech, bonjour à tout le monde, bienvenue, Hello, merci Olitech. Olitech. Cher Bonjour Solomon, Olitech, bonjour. merci pour les cadeaux. Bonjour tout le monde. Master Top, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bobo, bonjour. Abonnez-vous à ceux qui envoient les cadeaux hein, quand même. Hein. Si on peut en profiter aussi hein, pour s'abonner les uns aux autres. Olitech, envoie Faites encore pour que je tapoter, peux m'abonner. partager. Ah, Olitech, envoie encore pour que je m'abonne. J'ai manqué de Et, et, m'abonner. et Ben, c'est pas bien. Hein. Ouais, je blague. Ouais, vous connaissez mon humour, non? J'ai dit, envoie encore les cadeaux, je vais m'abonner. D'ailleurs, je suis déjà abonné. Waouh. Merci beaucoup, Olitech. Je suis déjà abonné. Waouh, waouh. Bon, tapotons, tapoter, partager, partager. Si tout le monde appuie, par exemple, sur la photo, la photo là, la photo judaïsme et franc-maçonnerie là, tout le monde appuie sur cette photo là. Vous allez voir se défiler un certain nombre de personnes. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur inviter. Il n'y a plus besoin de faire envoyer à 15 personnes de nos abonnés. Donc, essayons de faire tout ça ensemble. Comme ça, vous allez voir que le nombre d'envois va augmenter, va grimper en fait. Et c'est plus facile comme ça. Essayons un peu, hein, s'il vous plaît. On appuie sur la photo là. Comme moi, j'appuie sur la photo, normalement, j'ai tout le monde qui s'affiche et je peux partager. Voilà. C'est pratique ça. Et là, je peux partager. Oui, voilà, je peux partager à 60 personnes en une fois.
Mais il faut pas cliquer à chaque fois sur envoyer, non? Si, si, chaque fois tu appuies sur envoyer, sur tous les noms, parce que invité se trouve devant Tu le appuies, nom de chaque personne en fait. Oui. Tu appuies juste ouais, sur tu appuies inviter chaque dessus fois et en ça fait. part. C'est pratique. Je vois qu'il s'améliore, TikTok. Voilà. Ils font plein de changements. Bon, on a une bonne nouvelle. On a pu retrouver en fait la vidéo là, Yep. qui n'avait pas pu être finalisée. Ah oui, Donc, Mhm. la vidéo de la on dernière fois. pourra en fait bien faire écouter en fait ça. Ok. Ça dure longtemps, donc on va pas tout mettre. On mettra en fait seulement certaines parties et puis les autres, on va envoyer ça dans les groupes. Comme ça, vous pourrez y avoir en fait accès. Que ça dure quand même assez longtemps. Tout ce qui est expliqué dessus. Ok. Donc déjà, bah, on peut commencer hein, déjà les Non, résumés, il on n'y a va même dire. pas 1000 j'aime. Et tu veux commencer alors, on n'a même pas Franchement, 1000 Ah oui, j'aime. Attends, je tapotant effectivement. vais et Oui. couper les partageant en commentaires même d'abord. temps. Je vais Tapotant, s'il couper vous les plaît. commentaires, Oui. c'est plus simple. Ah, ok, Olitech, comme je suis en ligne, je peux pas voir ça tout de suite. Je le verrai tout à l'heure. Mais je sais pas si le témoignage c'était pour que ce soit publié, je sais pas. Là, je vais couper les commentaires, en fait, pour que les gens tapotent. Donc, du coup, ils ne peuvent pas écrire. Ils vont écrire tout à Ah, l'heure, j'imagine. voilà. Ils vont tapoter un peu d'abord. C'est gratuit, la famille. Tapotons, tapotons. Tapotons le live. Oh, oh. Non. Non, là, ça monte, c'est une bonne chose. Mais là, il y a 2 cas. Oui. Pendant qu'on tapote, on aurait pu aussi faire De les quoi? résumés Le en même temps, résumé? hein. Oui. Oui, elle est là. Qui va nous faire les Ok. résumés aujourd'hui? C'est C'est Ben Eden, non? Je, je ou vais pour vous? essayer. Hein, je me suis. Pour vous, dit qu'elle se prépare. Pour vous, tu es là, tu vas faire le résumé. Pour vous parler. Non, non. La feuille Ben, tu peux faire le résumé. Ouais, ouais, pauvre de moi. Oh, mais j'ai toujours. Ouais. Va devant, va devant. C'est toi qui connais, va devant. Après, quand le professeur va donner les bons points, il ne faut pas vous plaindre. Hein. Vraiment. Bon, alors, résumé. Judaïsme et franc-maçonnerie. Depuis qu'on a commencé, moi, ce que j'ai essayé de faire comme résumé, selon ma compréhension hein, de tous les lives qu'on a fait depuis là jusqu'ici, c'est que pour les juifs, comment est-ce que les juifs sont en contact avec la franc-maçonnerie déjà ça a été un parcours vraiment du combattant hein, pour eux parce qu'ils voulaient vraiment adhérer à cette franc-maçonnerie. Sauf que la franc-maçonnerie qui se trouvait en Angleterre, c'est ça, non, 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 à Écosse, voilà, la franc-maçonnerie écossaise. Oui, eux, ils étaient plus souples. Bon, on leur a octroyé de ce côté-là une loge, mais au niveau de l'Allemagne, c'était vraiment le parcours du combattant, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que en Allemagne, il y avait une franc-maçonnerie chrétienne qui était vraiment farouche, qui ne voulait absolument pas que les juifs, puisqu'ils avaient eux leur religion, puissent participer puissent rentrer dans des loges, dans des loges francs-maçonnes. Donc du coup, euh, les Allemands, donc dans un premier temps, ils ont octroyé un ordre maçonnique, bon, progressivement, hein. C'est-à-dire au début c'était vraiment pas ça, mais après
ils ont quand même réussi à leur créer une petite loge là, un ordre maçonnique se proposant d'accepter juifs et chrétiens dans ses rangs. Donc cette loge s'appelait la loge des frères asiatiques. Ça, ce sont des recherches que j'ai fait personnelles. Hein. Cette loge s'appelait la loge des frères asiatiques, qui était un premier essai à Vienne en 1780. Ensuite, la loge de la tolérance qui lui a succédé à Berlin, toujours dans le même temps, sensiblement dans la même année, parce que bon, la loge des frères asiatiques n'a pas trop tenu en fait. Et puis, à un moment donné, les trois grandes loges réunies de Berlin, qui soutiennent vraiment toute la franc-maçonnerie allemande. Attendez une minute, pardon. Ok, et Ben est en train de nous faire les comptes Oui, rendus pour ceux qui viennent d'arriber. Voilà, on t'écoute. oui, voilà. Donc, les trois grandes loges réunies de Berlin, colonne vertébrale de la maçonnerie allemande, décident unanimement de refuser catégoriquement tout juif au sein de leur loge. Donc, du coup, ils sont expulsés. Voilà, on va dire ça comme ça. Expulsés des... Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Ils sont expulsés de ces loges-là. Et du coup, au début du 1er siècle, ils finissent par intégrer la loge. On a vu ça dans la loge. Attendez que je rassemble bien toutes mes notes là. La loge calviniste, si je ne m'abuse, parce que Napoléon, voilà, quand Napoléon gagne la guerre en Allemagne, il leur permet donc d'intégrer ces loges-là, ces différentes loges-là. Mais ils entrent plus par le canal de la loge calviniste, donc liée à, qui est créée par un pasteur, et puis progressivement, ils arrivent à créer, à se faire leur propre chemin en fait. Bon, c'est comme ça, donc au sein de la franc-maçonnerie spéculative, peut-être que je mélange tout, mais là, la spéculative aussi a un lien avec la calviniste, hein, du coup. En 1717, la franc-maçonnerie de forme moderne fut introduite et implantée en France sous la maçonnerie écossaise. Donc le rite, le RER. Voilà, je ne vais pas tout dire parce que voilà, il faut connaître un peu le RER si les gens connaissent un peu. Le RER en 1730. Dans son livre La franc-maçonnerie, chapitre 3, la franc-maçonnerie spéculative, sa naissance et son développement en Grande-Bretagne, Paul Naudon dit de la franc-maçonnerie qu'elle était été faite d'abord dans un premier temps vraiment pour les métiers. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro parce que j'ai l'impression que j'entends un bruit. Merci. Dans un premier temps, donc la franc-maçonnerie a été créée selon Paul Naudon pour les professionnels, voilà, pour les professionnels, mais qui tous avaient la même croyance, voilà, qui tous c'était vraiment d'ordre religieux. Contrairement à ce qu'on nous a toujours fait croire, que la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec les religions et tout, mais pourtant, vraiment, on note bien que au sein de la franc-maçonnerie, il y a un ordre religieux qui est notamment lié particulièrement au christianisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs n'avaient pas accès à ces loges-là, parce que les chrétiens voulaient absolument que ce soit la tradition, la tradition chrétienne initiale, donc primordiale, qui prime sur toutes les autres. Mais les Juifs ne voulaient pas, eux aussi voulaient absolument que ce soit eux, leur tradition primordiale qui
qui règne. Ben, à un moment donné, il y a eu création, il y a eu donc la création des calvinistes là, qui les a tous rassemblés sous la même bannière, les chrétiens et les juifs. Et ça a évolué dans un sens vraiment inquiétant, très inquiétant d'ailleurs, parce que ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et bon, pour prouver, je reviens dans mon sujet parce que je suis en train de m'égarer là, pour prouver que effectivement la franc-maçonnerie a bien des bases religieuses. Réveil nous avait demandé de faire des recherches sur le rite du mot maçon. Et dans mes recherches, j'ai donc découvert ceci. John Knox, entre 1514 et 1572, le calvinisme réformateur fut à l'origine de profonds bouleversements sur le plan de l'organisation des confréries, jusqu'alors catholiques. Ensuite, ceux des francs-maçons qui étaient devenus presbytériens ont voulu eux aussi reformer les pratiques anciennes en règles. Tout ceci a entraîné de nombreux changements dans les loges opératives qui sont devenues plus courantes, plus ouvertes à la libre interprétation des Écritures, donc la Bible, selon le principe de la liberté de jugement des réformateurs. Donc le mot maçon, c'est le rite de la maçonnerie spéculative fondé par les Écossais calvinistes et presbytériens en 1637. Et ce rite du mot maçon, il faut bien comprendre que ce rite de mot maçon est l'expression que les maçonnies calvinistes d'Écosse désignaient la Bible de Luther, voilà, qui encourageait tout le monde à revenir au catholicisme authentique, antérieur et aux pratiques des catholiques romains. Ces derniers étant considérés comme étant des idolâtres des gothiques, allusion aux constructions des cathédrales en France et sur le reste du continent européen. Donc, le mot maçon, rédigé par la loge calviniste Kilwinning, entre 1628 et 1637, est un rituel qui consiste à recevoir en loge un nouveau membre en lui donnant la poignée de main et en lui communiquant à l'oreille les deux colonnes du temple de Salomon. Pourquoi le temple de Salomon? Parce que le temple de Salomon, il est d'une civilisation hébraïque, donc du coup, est situé où le judaïsme se pratiquait, dans le royaume de Juda. J'ai essayé de pousser un peu pour comprendre pourquoi ce mot, le temple de Salomon, est lié au rite du mot maçon. C'est tout simplement parce que il a été conçu par le roi ce lieu de culte, premier temple de Jérusalem, édifié par le roi Salomon, oui, sur le mont Moria et détruit lors du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne de Nabuchodonosor II. Conçu par ce roi pour centraliser le culte de Yahweh, son hégémonie est mise en cause après sa mort et l'ouverture d'un autre sanctuaire à Bethel, dans le royaume d'Israël. La franc-maçonnerie intègre donc dans leur rituel de nombreuses références au temple de Salomon. L'agencement contemporain des temples maçonniques en France, par exemple, et dans le monde suit peu à peu la même allégorie, celle du temple de Salomon. Voilà pourquoi le temple de Salomon a une place prépondérante au sein du rite du mot maçon. D'où le lien avec donc le judaïsme. J'espère que j'ai fait un résumé et puis j'ai fait le devoir en même temps que tu avais donné, complet. Voilà, j'espère que mon résumé est compris.
Est-ce que vous avez bien compris le résumé d'Eben? Et Ça va? d'ailleurs, dans les commentaires, Oui, aujourd'hui, ça va être très intéressant. Euh, je pense que merci vraiment Eben pour ce résumé que tu as vraiment essayé de faire l'effort en fait de faire. C'est pas facile parce que quand on parle de franc-maçonnerie et de judaïsme, c'est extrêmement complexe et il y a tellement de choses que c'est pas facile en fait de faire un résumé et un syncrétisme pour que ce soit oui, plus simple effectivement. à comprendre en fait pour tout le monde. Et tu as dit un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. On va pouvoir en fait développer en fait dessus. Juste avant que je puisse laisser aussi la parole en fait aux autres, je vais en fait vous lire quelque chose pour que vous compreniez un petit peu hein, de quoi il s'agit, c'est-à-dire la base même en fait de cet aspect en fait maçonnique. Donc c'est un livre en fait que vous pourrez en fait vous procurer qui s'appelle en fait l'absence pourquoi en fait les rituels maçonniques n'évoquent-ils aucun personnage en fait féminin? Bon, à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses qui nous est expliqué, mais ça, on ira en fait en détail. Mais il y a juste en fait le départ qui va être intéressant par rapport à ce que Eben en fait vient de dire pour que ce soit un peu clair en fait pour tout un chacun. Donc, on vous dit ici que les francs-maçons se nomment entre eux les enfants en fait de la veuve. Bon, ça c'est des choses qu'on reviendra tranquillement dessus. Mais cette appellation en fait demeure elle-même en fait veuve de tout nom. Dans aucun rite, il n'est dit qui est cette veuve. Non seulement le maître mythique, c'est-à-dire Hiram, n'a aucune compagne qui viendrait en fait se mêler à la recherche de sa dépouille, mais encore aucune image féminine n'est évoquée en fait dans un des degrés de l'initiation. L'absence de toute femme dans le rituel maçonnique, quel qu'il soit, mérite interrogation, même si une telle absence ne trouble guère les frères et les sœurs qui se satisfont de la réponse convenue et désespérément habile selon laquelle la veuve est la franc-maçonnerie elle-même. L'auto-référence crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Dans l'ordre maçonnique, c'est là où ça va maintenant être intéressant. Dans l'ordre maçonnique, tout tourne autour du personnage mythique d'Hiram. La source de ce mythe est sous le savant problématique. Dans la Bible, Hiram n'est pas l'architecte du temple, il en est l'accessoriste, fondeur. Et là, vous le retrouvez dans 1 roi chapitre 7, verset 13, ou graveur dans 2 chroniques, chapitre 2, verset 14. Spécialiste du bronze, il est censé avoir réalisé les colonnes et bien sûr le côté aussi B. Donc vous voyez les 2 colonnes J et B. Hein. Après, ce sont des choses pour lesquelles en fait ce sera rentré en profondeur un peu plus tard. Et la mer d'Airain. Donc le maître architecte Hiram des francs-maçons est d'autant plus une création orpheline que dans les premiers rituels du 3e degré, l'architecte était Noé. Donc, ça aussi, c'est un aspect hein, qu'on reviendra en fait tranquillement en fait dessus par rapport aussi en fait aux vidéos, aux audios qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure d'anciens maîtres en fait maçons et aussi de d'autres personnes hein, qui s'expriment aussi là-dessus et vous allez comprendre. Maintenant, avant qu'on rentre encore un petit peu en profondeur, je vais vous faire aussi, parce qu'on va écouter tout à l'heure justement hein, parler un personnage hein, qui s'appelle Stéphane Blé. Et Stéphane Blé, il a fait, il était un grand maître, il était maître maçon et il a fait aussi, il a écrit un livre où il explique un certain nombre de choses. Bon, vous pourrez vous procurer le livre. Le livre, il est sur Amazon, donc si vous voulez l'acheter et aller plus en profondeur, tranquillement, en fait, vous pourrez y avoir accès. Je vais vous parler un petit peu du livre, hein, c'est-à-dire en préface, en résumé, et vous allez comprendre à peu près de quoi il est question pour que vous compreniez en fait qui est Stéphane Blé quand il va s'exprimer aussi tout à l'heure. Donc,
La franc-maçonnerie, originellement maçon opératif, c'est-à-dire constructeur et bâtisseur, fut progressivement remplacée par une maçonnerie spéculative, infiltrée par le communautarisme, le talmudisme, les protestants anglais, les banquiers et les marchands, et totalement détournée de sa finalité première. Pour accomplir son nouveau dessein, il lui fallait détruire l'Église et le christianisme et prendre le contrôle des États, que ce soit directement par une présence nombreuse au sein du pouvoir ou indirectement par l'usure et les groupes de pression. Puis, sous couvert de tolérance et d'égalitarisme et à l'insu de ses membres des degrés inférieurs, œuvrer à son but véritable, c'est-à-dire l'avènement du mondialisme et dans un second temps de la synarchie. Ça aussi, c'est un élément qui sera expliqué, la synarchie. Afin d'éclairer les profanes que nous sommes, l'auteur décrypte pour nous, photos à l'appui, les codes secrets, les mots de passe et les rituels dont les significations changent en fonction de l'avancement de l'adepte dans les degrés de la maçonnerie. À l'apprenti, il y a une explication, au grand maître une autre. La Kabbale joue avec les mots et la franc-maçonnerie moderne fait de même. C'est ainsi que l'on pourra comprendre comment le mal peut devenir le bien et comment la guerre peut signifier la paix. Cette inversion des valeurs et du sens des mots a été lentement et insidieusement distillée dans toute la société et jusque dans la devise française liberté, égalité, fraternité. Inversion invisible aux profanes, mais qui s'éclaire dès lors que l'on se souvient qu'elle est issue d'un ordre très cloisonné, très hiérarchisé, et dont les membres s'appellent frères. Stéphane Blé est un pianiste et compositeur français né à Paris en 1969, auteur de 300 œuvres éditées et d'une trentaine de CD. Il est également un spécialiste du symbolisme, des mouvements ésotériques et de la franc-maçonnerie. Donc, il fut l'un des maîtres. Donc, voilà, on va écouter en fait aussi son témoignage tout à l'heure, hein, des parties très intéressantes. Avant son témoignage, on écoutera aussi hein, le passage d'un autre personnage. Dans la parole, c'est la première vidéo que je t'avais envoyée. Comme ça, en fait, on pourra écouter cet aspect-là. Et ici, vous allez voir justement en fait cette corrélation-là directe en fait avec Pike, avec Albert Pike. Corrélation, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Corrélation qu'on verra aussi et que Blé soulèvera aussi par rapport aux relations qu'il y avait entre justement en fait la maçonnerie en fait juive et justement en fait Albert Pike qui était non seulement en fait grand maître franc-maçon mais aussi maître du Ku Klux Klan. Donc vous allez pouvoir comprendre un petit peu tous ces aspects-là et comprendre justement tout ce qui a été établi pour notre temps. Donc voilà. Donc c'était pour faire un peu cette précision pour que vous compreniez un petit peu de quoi il va s'agir un petit peu avec Stéphane Blé, de quoi il va s'agir un petit peu quand on parle en fait de l'architecte Hiram. Parce que vraiment en fait chez les maçons c'est cet aspect-là en fait d'Hiram qui revient toujours. Ce rituel que Blé va aussi nous expliquer tout à l'heure, hein, le rituel en fait qu'ils vont faire. Non seulement il y a des rituels avec les pactes de sang, mais il y a aussi les rituels avec l'enterrement. C'est-à-dire en fait ce rituel en fait dans- avec le symbolique en fait le symbolisme de la tombe. Dans tout ça, ce sont des choses que vous allez voir tout à l'heure. Il y a aussi un autre aspect qu'on va peut-être pas développer aujourd'hui, hein, parce que je suis pas sûr qu'on aura le temps, mais qu'on développera peut-être aussi à partir de mardi, c'est tout ce qui concerne la franc-maçonnerie d'ailleurs au niveau en fait africain et les dirigeants africains à l'heure actuelle en fait qui sont dedans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je vous ai dit, la guerre qui est en train de se passer en fait en Palestine, cette guerre en fait, c'est la guerre de la franc-maçonnerie, principalement en fait justement en fait du mouvement sioniste qui lui-même descend justement en fait de Bennett Brief. Donc cette puissante en fait maçonnerie en fait sioniste qui est derrière en fait tout ce qui est en train de se passer. Et
l'affrontement, en fait, c'est avec justement les artisans, hein, de l'islam, hein, c'est-à-dire en fait le monde musulman. Donc c'est tout cet aspect-là qui est en train justement d'être instrumentalisé devant nous, hein, de manière très insidieuse. Mais je vous ai dit que c'est une guerre à l'intérieur d'une guerre. Donc en réalité, là où vous avez un groupe en fait chrétiens juifs qui sont en train d'aller en guerre contre le monde musulman, en réalité, derrière, vous avez en fait le combat en fait de l'hermétisme et le combat en fait de la tradition primordiale, qui tous en fait justement, principalement sur cette base-là en fait du soufisme, comme vous le savez, de René Guénon. Donc tout s'imbrique en fait, et au bout d'un moment, vous allez vraiment comprendre quand vous allez écouter un peu tout ce qu'on va écouter aujourd'hui. Donc je laisse un peu la parole à ceux qui sont montés, et puis ensuite, après droit, la parole va pouvoir nous faire écouter justement en fait la première vidéo que je lui avais envoyée. Et ensuite on écoutera après l'autre vidéo qui est beaucoup plus longue qui concerne en fait Stéphane Blé. On vous écoute. Bonjour Momo, bonjour pour vous parents, bonjour Eben. On vous écoute si vous voulez vous exprimer. Bonjour, bonjour Momo, bonjour pour vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je pense que les questions, ce sera plutôt après un réveil ou encore des Ok, observations, plutôt après le live. ok. Donc toi c'est des questions. Ok. Ce sera, si c'est les questions, oui, on va gérer ça après. D'accord. Vu qu'on a pas mal de Ok, choses qu'on va écouter, peut-être que après les choses qu'on va écouter, il y aura d'autres questions qui vont s'ajouter sur vos questions. exactement. Voilà. Ou on aura des réponses aussi, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mhm. Ok, Momo dit que lui, il écoute d'abord. Non, ça va. Bonjour, frère Réveil. Bonjour, Eben. Bonjour mon Ou frère. c'est bonjour, Bonjour, ou maman. c'est bonjour, c'est bonsoir. Bonjour. Je sais mon Dieu. Bonjour, toi, la parole. Bon, moi, je mute mon micro, j'écoute, hein. Je préfère Ok, écouter pour le moment. ok, très bien. Droit à la parole, est-ce que Ok. tu peux commencer à nous mettre en fait la première vidéo? Oui, une seconde, s'il vous plaît. Le temps que ça. Merci. Ok, le temps que Voilà. tu mettes, je voulais, parce que j'ai oublié de mentionner un aspect que tu avais expliqué la fois dernière. C'est vrai que j'ai parlé de la tradition primordiale, mais euh, tu nous avais expliqué que les trois guerres qui sont en train de se passer, ben c'est une guerre intra-maçonne en fait. Donc, Oui, dont le premier le premier foyer se trouve en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Ça concerne la oui, Tartarie. Et, et, euh, voilà. et Le premier la foyer, ce deuxième, sont les nazis. Le premier foyer, ce sont les nazis kabbalistes contre la Tartarie. la Tartarie, voilà. Et T'as dit la la gnose en fait, si tu veux. maçonnerie, La gnose contre oui, la la gnose contre la gnose Tartarie. contre la Tartarie. La maçonnerie chrétienne, donc du coup, se trouve, c'est là où le deuxième foyer se trouve entre Israël et puis Palestine. Non, le deuxième foyer, c'est au Et Soudan. le deuxième, c'est plutôt au Soudan. Voilà, c'est au Soudan. Oui. C'est plutôt au Soudan. Mais là, bon, tu nous as dit que tu en parleras. Et je pense que peut-être c'est aujourd'hui, hein, tu parleras de la Non, maçonnerie non, qui je vais pas s'affronte dévoiler. là-bas. Pour le Soudan, on en parlera quand on parlera en fait quand on entrera dans les choses de l'Afrique. Quand on va commencer à Ok, rentrer dans l'Afrique, l'historicité, les véritables choses de l'Afrique, là, à ce moment-là, je parlerai en fait justement de ces aspects, de ce qui se passe en fait non seulement au Soudan, mais aussi en fait au Congo. ok. Et donc, Parce que le c'est lié en troisième fait. hein, foyer, oui, donc le troisième foyer qui se trouve là actuellement entre Israël et Palestine. Donc, c'est la tradition primordiale là Tu as qui coupé est un en peu, jeu. Hébert, je sais pas, ah, c'est moi. C'est la tradition primordiale, je disais, qui est en jeu au niveau de Israël. Le Voilà, troisième entre foyer, Israël. comme Eben Le vient de troisième signer, foyer. voilà, comme Oui. Eben vient de le, voilà, le troisième foyer, c'est le combat précisément en fait de la gnose. C'est le combat de la gnose contre justement la tradition primordiale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ça on le verra en fait en profondeur, hein, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la gnose, elle était à la base même en fait
hein, du kabbalisme tel que tel qu'on le conceptualise en fait à l'heure actuelle. Et ce kabbalisme-là, lui-même en fait tire sa source, hein, des religions en fait perses d'antan. Donc tout ça, c'est des choses, on rentrera en fait en profondeur. Mais pas aujourd'hui, mais juste pour que vous compreniez un petit peu. On rentrera en profondeur, vous aurez en fait un petit peu les, 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 les preuves et tout ça par rapport en fait à ces aspects-là. Mais il faut bien comprendre, la gnose qui s'est vraiment manifestée à partir du 1er siècle, cette gnose qui s'est manifestée, c'est-à-dire les premiers chrétiens romains, c'était les gnostiques. Voilà, ça il faut vraiment en fait conserver ça. Et deux sortira plus tard, en fait, le kabbalisme. Bon, quand on rentrera en profondeur, vous allez voir aussi. Et ces aspects-là tirent leur source aussi de ce qui se passait aussi, en fait, dans les spiritualités védiques. Bon, ça aussi, on le verra, en fait, tranquillement. Maintenant, là où ça pose un souci, et notamment sur ce troisième front-là, c'est que ce troisième front, c'est aussi, en fait, la base même de la tradition primordiale. Tradition primordiale qui est tout simplement, hein, non seulement cet aspect de spiritualité égypto-cananéenne, c'est ça, hein, cette base en fait de spiritualité là, où vous allez retrouver en fait la spiritualité en fait osirienne et aussi en fait avec les bases en fait de la spiritualité atonienne que vous retrouvez aussi dans le syncrétisme en fait de l'islam. Donc en réalité, vous retrouvez cette souche-là dans le soufisme. Et c'est dans le soufisme que vous retrouvez maintenant en fait ce germe-là. Et le combat qui est en train de se passer en fait véritablement en fait c'est ce combat-là. Donc en réalité, vous avez le bloc de Tartarie et de la tradition primordiale qui sont en train de se liguer contre le bloc en fait de la gnose. À l'intérieur du bloc de la gnose, vous retrouvez en fait non seulement le christianisme hermétique, mais aussi en fait le kabbalisme. Donc forcément, vous retrouvez et le bloc judéo-chrétien. Donc vous avez le bloc judéo-chrétien qui va en fait se mettre contre justement en fait ce bloc en fait islamique. Et c'est ça le troisième front. Mais derrière, c'est une guerre en fait de maçonnerie. Parce que ce soit le soufisme, que ce soit en fait le... Ça aussi, on entrera en profondeur quand on fera en fait le soufisme, pour vraiment bien que les uns et les autres comprennent l'histoire du soufisme, que ce soit le soufisme, que ce soit en fait le christianisme hermétique, que ce soit en fait le kabbalisme. En réalité, tout ça en fait, euh, c'est la même base, hein, c'est cette maçonnerie-là en fait qui diligente le tout et qui fomente en fait le tout. Donc les trois guerres mondiales ont été planifiées, euh, fabriquées, posées pour un but précis. Et quand vous allez écouter aussi les différentes vidéos qu'on va écouter là, vous allez bien concevoir en fait toutes ces choses-là. Donc ceux Bon, qui sont montés et qui voulaient s'exprimer, vous pouvez vous exprimer. Cherche Sinon, on va seulement. mettre la vidéo. cherche seulement Cherche seulement. peut-être un appel, non? Il a reçu un appel, je pense. Répondais à un message en même. Et Pardon? bah en fait, je suis monté au moment où en fait, il m'a coupé dans mon élan réveil. Parce que j'allais lui Ah, poser des questions, mais il a dit que ce sera dans un prochain volet. C'était au sujet du deuxième foyer. Parce que je voulais avoir, en fait, je voulais poser tellement de questions. Parce que bah, depuis que moi je suis tes live, je fais beaucoup d'analogies avec des informations que j'avais déjà. Ce qui me permet, moi, de me développer de mon côté, tu vois. ok. J'apprends beaucoup par rapport à vos lives. Franchement, j'apprends beaucoup sur vos lives. Et là, j'ai eu quelques analogies. Je voulais te parler justement des confréries, enfin, poser quelques questions au sujet des confréries euh, africaines, de certaines confréries africaines, parce que de ce que moi j'ai pu savoir, elles avaient des similitudes avec les confréries dont tu parles depuis là, comme la franc-maçonnerie et autres. Et je voulais savoir s'il y avait un lien, ou le lien là il venait d'où, ou si c'était par rapport aussi à ce conflit-là, il y a certaines confréries africaines qui ont été euh,
éliminés par justement la franc-maçonnerie? En fait, c'est toutes ces questions-là que je voulais te poser, mais comme tu as dit, ce sera sur le prochain volet quand tu vas commencer à aborder le sujet du Soudan. Donc, je vais prendre mon mal en patience comme d'habitude et je vais Ok. attendre. Bon, si les questions tournent autour de ça, on va pouvoir entrer, on va pouvoir en fait en parler un petit peu tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Je coupe Ok, mon micro. y a pas de souci. Droit à la parole, tu peux nous mettre en fait la première audio. Soyez très attentifs en fait à ce qui est dit et après vous allez entendre ce que dira en fait aussi Stéphane Blé. Pendant ce temps, vous tapotez le live, la famille. Si vous tapotez pas, je vais couper les commentaires. Donc, vous écoutez avec vos oreilles et vous tapotez avec vos doigts, s'il vous plaît. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue parmi nous. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter trois guerres globales et trois révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ad chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, pour sa part, devait se faire... Là, j'avais envie d'aller dans une chambre, dans mon ordinateur, pour vous parler de la Première Guerre mondiale, vous parler qu'est-ce qu'ils ont fait, les tsars de Russie, et ainsi de suite. Je pars. Si on est en retard, vous êtes arrivé en retard, on continue. La Deuxième Guerre mondiale devait, pour sa part, se faire à partir de l'exagération des différences qui existaient entre les fascistes et les sionistes politiques. Alors, on met beaucoup d'importance sur un mouvement plus que sur une autre, puis on crée ainsi des tensions, et quand les tensions sont prises, on crée un événement, on met le feu aux poudres, puis la guerre prend. C'est comme ça qu'on peut faire prendre des choses. Il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils arrivent entre deux personnes qui normalement sont en paix, et un troisième arrive, et tout le monde se chicane. Ils ont cette capacité de mettre le feu aux poudres. Eh bien, il y a longtemps qu'ils savent ça, eux. Cette guerre devait se faire de telle sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force politique sioniste. Ce qui, par conséquent, devait permettre à Pike, selon le plan de Pike, écrit dans la moitié du 19e siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies. Alors, ils l'ont essayé, ils l'ont fait pendant 70 ans avec Staline. Et cet après-midi, nous verrons avec un diagramme au tableau, nous verrons comment Staline était payé par les banquiers internationaux. Comment Adolf Hitler a reçu 5 ou 7 millions de dollars pour fomenter la Deuxième Guerre mondiale. Comment Mein Kampf, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminati et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je veux simplement dire que c'était un jésuite. On peut être prêtre au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira, par exemple, de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme, qui est un des pères de l'évolution qui est antichrétien. Nous avons été créés et non évolués. Durant cette même guerre, le communisme, c'est bon.
Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps, tout en étant gardé en échec jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. C'est pour la réalisation du cataclysme social final. Le cataclysme social final. Et c'est un mot que je veux vous retenir. Le cataclysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la troisième phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un cataclysme social final. Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apporter de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au cataclysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique? Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures et les agents espions des Illuminati et existant entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme, et le sionisme politique, incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons... Voilà, c'est bon. Merci, droit à la parole. Donc déjà, on a cet aspect-là par lequel en fait on a commencé, hein, pour que les uns et les autres comprennent un petit peu bien en fait le décor avant de rentrer véritablement dans le témoignage en fait de l'ancien maître maçon. Ici, vous voyez déjà, il y a tout le panoplie est déjà en fait bien établi. Et il faut vraiment comprendre que tout est préparé et tout est réalisé de manière vraiment très 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 méticuleuse. Regardez ici, il a bien révélé en fait cet aspect-là où Eisenhower était déjà en fait au courant, hein, de l'attaque de Pearl Harbor. Et on vous dit bien que Eisenhower, il était en fait en troisième degré, donc c'est-à-dire il était vraiment en fait un très 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 haut niveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous arrivez en fait au 33e degré, c'est là où les vraies choses commencent parce que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir monter encore dans des grades en fait inconnus en fait du grand public pour pouvoir voir véritablement les vrais aspects qui se passent. Donc il y a cet aspect d'Eisenhower. Il y a aussi cet aspect, hein, du Mein Kampf qui vous a révélé d'où vient le Mein Kampf. Et quand on va faire les lives sur les jésuites, vous allez comprendre. Parce que ça aussi c'est prévu, hein, qu'on parle des jésuites. C'est prévu qu'on parle des jésuites et c'est prévu que vous compreniez en fait
en réalité, quels sont justement ceux qui sont derrière toutes ces choses-là en train de manigancer, parce que vous retrouvez aussi les jésuites en fait à l'intérieur. Ils ont été dans tous les aspects, que ce soit de l'esclavage, que ce soit en fait les différentes guerres, que ce soit même les exterminations qu'il y a eu, les Shoah, etc. Donc, ils interviennent toujours dans tous ces aspects-là. Mais quand on parlera des jésuites, là, on entrera en fait en profondeur et vous allez vraiment comprendre en fait ces aspects-là. Mais ça, c'est des aspects aussi qu'il a soulevés ici, sans forcément trop rentrer en fait dans les détails. Et il a soulevé aussi un aspect crucial, le financement de la guerre, le financement de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été financé par les principaux banquiers. Parce qu'il y a une chose qu'il faut toujours en fait se demander, c'est que quand justement Hitler était en train de s'armer, tout le monde en fait savait très bien qu'il était en train de s'armer pour faire la guerre, mais bizarrement personne ne bouge. Bizarrement personne ne fait rien. Voilà quelqu'un qui s'arme à outrance, mais non, ça dérange personne. Donc vous voyez bien que il y avait bien anguille sous roche. Donc quand on était à l'école et qu'on nous apprenait ces choses, on comprenait bien qu'il y avait anguille sous roche, mais on n'avait pas les éléments pour. Mais maintenant que vous êtes des adultes, vous savez en fait véritablement en fait ce qui était derrière. C'est-à-dire tout a été planifié. Et quand on verra aussi certains aspects, vous comprendrez. D'ailleurs, ce qu'on avait vu la semaine dernière, vous avez vu aussi que euh, les, les sionistes travaillaient justement en fait avec avec les équipes hein, c'est-à-dire du nazisme avant que le nazisme commence en fait à faire un certain nombre de choses. Et il y a des documents en fait aussi qui le prouvent en fait ça. Et vous allez voir que tout a été totalement en fait organisé pour un but bien précis. Donc à chaque fois, ce sont des organisations bien spécifiques pour un but. Et à chaque fois, en fait, on prépare l'après. Donc, la Première Guerre mondiale a été préparée. Et avant même cette Première Guerre mondiale, vous avez en fait les choses qui ont été mises en place. Par exemple, ils savaient très bien que la Troisième Guerre mondiale mettrait en avant justement en fait le monde gnostique avec en fait le monde de la tradition primordiale. Or, pour pouvoir en fait bien établir en fait la tradition primordiale, il fallait mettre en avant en fait l'égyptologie. Parce que rappelez-vous que je vous ai toujours dit que l'égyptologie a été aussi mise en place en fait par justement en fait la maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre en fait à la base justement en fait de cette tradition primordiale qui est en fait justement en fait la spiritualité en fait osirienne. Et là vous allez comprendre aussi un certain nombre de choses par rapport à tout ce que vous voyez en train de se mettre en place. En fait, tout ça, ce sont des pions qui ont été justement en fait placés pour des buts bien précis, pour un plan bien précis. C'est-à-dire, lorsqu'il planifie quelque chose, là, c'est pour que ce soit réalisé dans 40 ans, dans 50 ans, etc. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure comment tout ça, ça a été façonné. Donc, s'il y en a qui veulent dire quelque chose, en fait, vous pouvez. Sinon, droit à la parole pourra nous mettre, en fait, le deuxième aspect de la vidéo. On va entamer directement à travers, en fait, euh, à travers justement en fait Stéphane Blé. Est-ce que quelqu'un voulait s'exprimer? Non, non, en tout cas, moi, non, j'écoute. Ouais, j'ai hâte d'entendre la suite. Ah, aujourd'hui, je vous ai dit, c'est du lourd, du lourd. Le Bon, témoignage, est-ce que c'est le témoignage, la suite du témoignage du monsieur de la dernière fois ou bien... oui, 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 parce que Ok, voilà, on n'avait pas tout vu. En fait, on avait juste écouté en fait vraiment que des briefs de témoignages. oui, Euh, effectivement. là, on va vraiment pouvoir en fait entrer en profondeur. C'est assez long, donc on va couper. Donc, si droit à la parole, tu peux déjà en fait nous mettre à partir de la 30e minute. On va écouter en fait par séquence. Il y a la Est-ce séquence où il que, explique. Oui, est-ce que je peux juste, parce que j'avais fait le résumé un peu hein, de ce qu'il avait dit, juste pour que les gens se mettent un peu dans le contexte, vu que tu vas mettre la suite. ok, bon, vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, le monsieur, il avait expliqué que avant d'entrer, enfin, quand tu as déjà fait allégeance à la franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle le LDP, liberté de passer. On te donne un code que tu dois prononcer, en fait. Et plus tu augmentes de grade,
Au niveau du haut grade, par exemple, il y a la liberté, le LDP devient, au lieu de liberté de penser, ça devient liberté de penser et non de passer. Ensuite, quand tu gravis, ça devient le LPD et non LDP, qui signifie en anglais foule aux pieds donc les catholiques. C'est ce qu'il avait expliqué. Donc ça signifie que là, ça devient plus brutal en fait, beaucoup plus violent. Et l'un des symboles, c'est l'étoile. L'étoile, hein. Est-ce que je peux prononcer le mot là, Rebecca, de peur que ça ne fasse bugger le live? C'est l'étoile à 5 pieds, si vous voulez. L'étoile de Goliath. Non, pas de Goliath. Non, mais t'inquiète, c'était l'inverse. Oui, ok, Oui, d'accord. il a compris, oui. Qui a la pointe? Ok, C'est ça. ok. Qui a la pointe vers le haut, donc qui signifie que la spiritualité dont elle est issue vient du haut, vient d'en haut. Bon, on avait déjà vu, hein, c'est quoi la spiritualité qui vient d'en haut. Et une fois qu'elle est tournée, donc comme l'équerre là, une fois que cette pointe-là est tournée, elle fait référence plutôt à Lucifer. Et donc la spiritualité qui vient d'en bas vient de Lucifer en fait. Ce sont ces grades de vengeance dans la franc-maçonnerie spéculative. C'est ce que ce monsieur était en train de dire. Et dans la franc-maçonnerie juive, donc kabbalistique, tout est en hébreu. Bon, et il a expliqué un certain nombre de mots en hébreu qui signifient vengeance, confusion, chaos, d'où le chaos, du chaos naît l'ordre, en fait, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de mots en juif et il y a beaucoup de juifs qui rentrent là-dedans mais qui ne savent pas ce que. Bon, beaucoup de personnes, pas beaucoup de juifs, beaucoup de personnes qui rentrent là-dedans mais qui ne savent pas c'est quoi les mots, ce que signifient les mots dans la langue hébraïque qu'on leur fait prononcer et auquel on leur fait prêter allégeance en fait. Voilà un peu pour le résumé de ce qu'il avait dit dans la première partie. Ok, merci. On va en fait dans un premier temps commencer justement à droit la parole à partir de la 30e minute jusqu'à la 59e. Donc, il va expliquer un aspect pour que vous compreniez déjà ce qui se passe en fait en France. Maintenant, pourquoi on voit ce qui se passe en France? Parce qu'en fait, en réalité, vous allez au fur et à mesure comprendre un certain nombre de choses, notamment la notion en fait de Napoléon, notamment aussi la notion en fait de cette corrélation-là, hein, de la base même de la franc-maçonnerie. Comme je vous ai dit, la base de la franc-maçonnerie, c'était les sociétés secrètes en fait Osirica. Sociétés secrètes Osirica qui étaient justement en fait directement en fait là-bas en fait en Égypte. Et c'est pour ça que vous allez retrouver ces deux rites-là, les rites de Memphis et aussi les rites en fait de Mitzraïm. Donc quand les rites de Memphis et de Mitzraïm vont se mettre ensemble, parce qu'ils sont bien obligés hein, de coopérer, vous allez avoir justement ce qui va syncrétiser un peu déjà cet aspect en fait de grand architecte de l'univers et aussi cet aspect en fait de Mashiach que vous retrouvez aussi dans les aspects en fait de l'architecte en fait Imram. Et il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est l'aspect en fait d'Hermès Trismégis que vous retrouvez dans la cosmogonie en fait d'Hermopolis. Dans tous ces aspects-là, ce sont des éléments très importants que vous puissiez en fait garder en tête pour comprendre un peu en fait ce qu'il en est. Et comme vous voyez bien, il y a tous ces aspects-là qui tournent autour de l'Égypte ancienne. Et c'est justement par rapport à ça, cet aspect de l'Égypte ancienne, c'est pour ça qu'ils ont mis en place en fait l'égyptologie. Quand on entrera maintenant dans les véritables choses de l'historicité, en fait, notamment des hiéroglyphes, etc., vous allez comprendre véritablement par où on en est passé. Vous allez voir l'intervention en fait de ces abbés-là, en fait, l'intervention en fait de toutes ces personnes qui ont pu amener justement aux interprétations en fait hiéroglyphiques telles que vous le connaissez en fait aujourd'hui. Et vous allez comprendre que tout ça sort en fait en réalité hein, de ce christianisme en fait romanisé qui est à la base même en fait de la maçonnerie.
Donc, droit à la parole, si tu peux commencer en fait à nous mettre, on va commencer tout de suite en fait à partir de la 30e minute, si c'est possible. Ok, là c'est 29, 30 secondes, c'est bon? Oui, 29 c'est bon, on peut y aller. Ok. Parlent en privé, hein, mais ils n'osent pas en parler en public, qui se disent quand même on est dans une sacrée structure. Parce qu'effectivement, quand on entend... il y avait quand même eu Klarsfeld, hein, le père, il était venu à la Grande Loge de France. Bon, je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit, parce que là, on dirait que j'ai pas de preuves. Enfin, si, il y a quand même eu des petits passages enregistrés, mais c'était quand même assez gratiné. C'était uniquement politique et sur la manière dont on avait largement influencé Jacques Chirac pour l'obliger à faire demander pardon à la France, etc., ce qu'il ne voulait pas faire, enfin pour tout ce qui s'était passé, parce que Mitterrand avait toujours refusé de faire, enfin bon, et ça m'avait énormément déplu. Ça, je crois que c'est vraiment la chose qui m'a le plus... vraiment un pied en politique plus que jamais. Ah ben, Qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de ça? C'est un euphémisme. Ben justement, et ça, on en vient à ce que je disais, c'est pas dans les loges dont on parle que ça se passe, c'est au-dessus, mais enfin, quand on est curieux et que on le voit, je dis qu'au-dessus de ces loges, où quelquefois il y a des gens sympathiques, etc., il y a un véritable lobby qui est effrayant, qui ne se montre quasiment jamais, qui est interdit aux non-juifs, c'est le bénébérite, que très peu de gens connaissent, et qui est pourtant on peut dire la secte juive de pouvoir la plus puissante au monde. Je veux dire qu'il faut savoir que même le CRIF, c'est un petit appendice de ça, quoi. Faut le savoir. Voilà. Là, tu dis au monde, donc c'est-à-dire même pour la Chine et tout ça. Ah, bien sûr, absolument partout. Oui, pas juste l'Occident. Et ça, faut savoir, pour le coup, c'est quand même intéressant, parce que c'est interdit aux juifs, qui n'est pas même vraiment il faut pouvoir prouver sa judéité avec vraiment le sang de la mer. Enfin, c'est vraiment le truc racialiste. Comment ils ont pu monter cette structure élitiste au point de diriger le monde, comme tu dis? Parce que justement, ça fait très longtemps que ça existe, et ça fait très longtemps qu'ils brouillent les pistes, c'est toujours ça, tu sais, quand tu commences à regarder dans la bonne direction, on te fait « Oh, regarde par là, voilà ». Bon. Et donc, ils ont aussi souvent l'art d'ajouter des semi-vérités qui envoient sur des mensonges, enfin pour égarer les gens. Là, il n'est pas question de complotisme, hein. Tout ce que je dis, c'est prouvé. Tu le verras dans le livre d'ailleurs, et je sais qu'ils s'en défendent, et que la franc-maçonnerie s'en défend, mais on peut dire que la franc-maçonnerie supérieure, c'est le bénébérite, elle est interdite aux non-juifs, et c'est tout. Il y a un lien entre les deux. Il y a, depuis Albert Pike, qui a revu les statuts du rite écossais ancien et accepté, qui est un type qui qui est cofondateur du Ku Klux Klan, c'est tout un programme. Alors il y en a qui te disent oui non mais il n'était pas vraiment franc-maçon, c'est de la théorie du complot, ce qu'il raconte c'est faux. C'est ça, Pike? Ouais. Ah bah non, ça je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire qu'il n'était pas franc-maçon. Enfin, il y a toutes les il y a des francs-maçons qui veulent faire croire qu'il n'a jamais été franc-maçon, que ça fait partie des théories du complot, du fantasme. Non, mais ils se foutent du monde. On a toutes les preuves, on a ses livres, on a toutes ses patentes, on a tout le reste, mais il y a beaucoup de voilà, donc ça c'est vraiment se foutre du monde. Il n'y a pas autre chose à dire. Quand tu as eu ton tablier de maître, il y a écrit Mac Bena dessus par exemple. Enfin, en tout cas au 3e degré. Oui, c'est ça. Ça signifie quoi, Mac Bena? Alors, c'est bon, tu as Mac Bena. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les tabliers, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, qu'ils n'étaient pas comme ça. Alors, moi, j'ai retrouvé des tabliers de la fin du 19e siècle. Et là, les tabliers de maître, pour le coup, les toiles flamboyantes, une toile flamboyante sur le tablier, mais pointe unique en bas. Tiens. Parce qu'aujourd'hui a disparu, qu'en général, effectivement, tu as ce genre de symbole. Mais, sataniste. C'est-à-dire le pentagramme renversé. Voilà, c'est d'ailleurs pour le coup, puisque le pentagramme pointe en haut est censé représenter le corps de l'homme, la tête, les membres, etc. Et pointe en bas, censé être l'esprit qui sert la matière, donc pas l'inverse. Et là, c'est quand même intéressant, et d'ailleurs, ça on le trouve toujours aujourd'hui à un degré supérieur, on retrouve le pentagramme qui s'inverse dans les loges au-dessus du vénérable maître. Voilà, donc ça veut déjà dire beaucoup. Mais c'est pas tellement dans ces premiers codes que les choses sont intéressantes, c'est surtout après. Et surtout, c'est pas toujours d'ailleurs les symboles qui sont affichés sur les tabliers, mais surtout les mots de passe ou parce qu'il y a des mots de passe pour chaque degré. Et bien alors le plus vicieux, c'est que quelquefois tu as un mot ou une phrase, un mot de passe qui donc signifie quelque chose au degré où tu es,
Mais quand tu changes de degré, ça ne veut plus tout dire la même chose. Et ça, c'est vraiment le truc assez détestable. Par exemple, il y a un symbole maçonnique très important qui signe LDP, les 3 lettres, LDP. Alors, quand on est apprenti ou compagnon, ça signifie liberté de passer. Ça veut dire, voilà, oui, tu as bien été initié, liberté de passer. Ensuite, plus tard, ça devient liberté de penser. Ça veut dire que déjà, avant, tu n'avais pas le droit de penser. Mais bon. Et ensuite, beaucoup plus tard, ça devient liberté de voir pouvoir. Et ensuite, et là c'est fantastique, avec la Kabbale, on inverse la lettre D et la lettre P, et ça devient Lilia Pedibus Destrué, je crois, foule aux pieds l'hélice. Et là, on comprend mieux comment la franc-maçonnerie a été à l'origine de la Révolution française. Ce qui est, ça veut dire quoi, foule aux pieds l'hélice, exactement? Ça veut dire élimine tous les nobles et le clergé, quoi, voilà, foule aux pieds l'hélice, la royauté, etc. C'est la mort de Louis XVI, c'est Robespierre, tout le reste. Et on voit bien que, au travers de ça, parce qu'il faut savoir que juste avant la Révolution française, il y avait beaucoup de nobles qui étaient dans la franc-maçonnerie et qui se sont fait zigouillés par leurs propres frères, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, c'est pour ça que les codes changent, parce que, et c'est ce que je dis quelquefois à des maçons qui sont encore là-dedans, vous croyez être protégé parce que vous êtes dedans, mais si vous n'avez pas été choisi, et là on ne parle pas de Jésus-Christ, c'est sûr, bon, si vous n'avez pas été choisi, vous vous ferez avoir. Il y a à l'intérieur de la franc-maçonnerie des gens qui sont destinés d'avance à faire quelque chose et d'autres qui sont des idiots utiles. Il faut savoir que souvent les artistes sont les idiots utiles. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mozart, qui a écrit, qui s'était passionné par le symbolisme aussi, quand il est mort, ses frères, ils étaient où? Ils l'ont laissé dans la fosse commune. Ça montre quand même beaucoup. Je veux dire, voilà, il faut y réfléchir. D'ailleurs, ils se glorifient souvent d'avoir des stars, des gens importants. Moi, par exemple, en tant qu'artiste, ils étaient contents de m'accueillir aussi. Bien sûr, pareil. Bien sûr, parce que j'étais quelqu'un qui avait une certaine réflexion, qui réfléchissait beaucoup, etc. Mais en plus, artiste, personnage public, ça les intéressait. C'est quand même bizarre. C'est pas bizarre, c'est très logique. Oui, ils ont besoin de ça, mais on comprend souvent après, mais ils ont besoin de ça, parce qu'ils ont besoin d'un paravent, effectivement, quand les artistes, on dit, c'est bien quand même, il y a des... Bon, voilà, mais c'est pas les artistes, effectivement, qui font la loi, ça c'est clair, mais ils ont besoin, oui, je veux bien, ils ont besoin d'un paravent, comme ça, artistique, culturel, pour montrer, regardez, on est, voilà. Le problème, c'est que, là, aussi, la franc-maçonnerie est censée être, j'allais dire, démocratique, c'est-à-dire choisir les frères par rapport à leur originalité, leur talent, etc. Le problème, c'est que j'ai jamais rencontré un ouvrier, pourtant je crois qu'il y a des ouvriers, voilà, j'ai jamais rencontré un chauffeur de taxi, je dis pas que ça n'existe pas, mais franchement jamais. Dans ma loge, il y avait un chauffeur de bus. Alors, ça c'est déjà pas mal. Même si Israël, ça étonne pas. Mais enfin, je veux dire, moi je n'ai vu que des banquiers, que des grands restaurateurs, des juges, des policiers, etc. Enfin, je dis pas qu'il y a que ça, mais à 99%. Clairement. Donc il est clair qu'il y a quand même un problème. Voilà. Alors, bon là t'es maître. Après tu as commencé donc à monter les degrés petit à petit. Comment ça se passe? Alors ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai été initié aussi à d'autres structures maçonniques ou paramaçonniques, parce que je me sentais un peu l'étroit là-dedans, et j'ai été initié à d'autres structures qui s'intéressent aux langues anciennes, à l'astrologie, etc., à des structures rosicruciennes. Donc j'ai vu aussi ce qu'étaient les vrais et les faux rose-croix, parce que ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose de mal compris aujourd'hui. Le rosicrucianisme, c'est quand même quelque chose de très protestant pour le coup. Ce sont les protestants au départ, le rosicrucianisme, mais au rite écossais ancien et accepté, le 18e degré, c'est le degré rose-croix, mais ça n'a rien à voir avec les rose-croix. Les véritables rose-croix, il y a plus... Tu parles de protestants rose-croix, c'est-à-dire qu'ils se servent finalement de la Bible pour en tirer quelque chose de mystique. Par les constitutions d'Anderson. Là, c'est pas un ésotérique pour le coup, c'était un calviniste, mais ça se rejoint. Je veux dire, essayer de créer des nouveaux. Tu vas chez les protestants, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ça, ils détestent les rose-croix. Oui, non, mais je sais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours cette contradiction. Là, c'est fait pour. On n'arrive plus à s'exprimer et que les gens n'y comprennent plus rien. On n'y peut rien, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et c'est systématique. À chaque fois qu'on parle d'un sujet, il faut bien savoir que ça a été déjà pensé et que il se cache toujours. Par exemple, le Ku Klux Klan est une saloperie qui est connue pour être... Bon, alors, tout le monde dit que c'est un truc
contre les Noirs et contre les Juifs. Oui. Alors contre les Noirs, ça n'y a pas le moindre doute. Contre les Juifs, quand on voit ce qu'on a, je vais te le retrouver tout à l'heure, mais j'en ai retrouvé toutes les preuves, il y a eu entre le Ku Klux Klan et le Bénébérite, donc la secte suprémative maçonnique juive, des accords avec Pike. C'est très complexe. Et le grand maître du Ku Klux Klan de l'époque considérait que les suprémacistes juifs du Bénébérite étaient vraiment les Klansman de haut grade et était l'exemple pour le Ku Klux Klan. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est toutes les preuves, sinon je ne m'aventurerais pas à dire bien sûr, pareil. bien sûr. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est difficile de parler de ça, parce que ou on dit n'importe quoi, etc. Tous les francs-maçons sont ceci ou cela, ou alors on détaille, et quand on détaille, il faut vraiment que les gens s'accrochent, parce que toutes les structures, tous les mots ont été plus ou moins salis et des choses se sont réfugiées derrière tout ça. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, qu'est-ce qui anime ton envie de dévoiler la vérité comme ça? Parce que tu prends des risques. Oui, ça c'est clair. J'ai déjà commencé à le payer, mais ça m'a. Je sais pas. Qu'est-ce qui anime ça? Parce que au moins je suis ce que je suis, mais j'étais rentré pour des bonnes raisons. D'ailleurs, j'étais rentré ni pour, j'avais mes relations. Moi, j'étais pas rentré pour me faire des relations à la franc-maçonnerie. J'étais pas rentré non plus pour rentrer dans une secte. J'étais rentré pour effectivement partager sans dogmatisme avec des frères de toute tendance, de toute religion, qu'ils en aient ou pas, croyants ou pas, peu importe, sur des choses philosophiques, des choses spirituelles, le symbolisme qui me passionnait vraiment. Et on sait souvent que des opinions parfois complètement divergentes ou contraires peuvent être complémentaires, et c'est enrichissant de partager. Voilà. Oui. Alors, je dis pas que ça n'existe pas à un certain degré, mais on voit bien qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. J'ai vu de nombreuses planches qui étaient très hostiles à l'islam, très hostiles aux musulmans en loge. Quand on veut dire un mot sur le Sanhédrin ou sur les juifs suprémacistes, alors là, on se fait massacrer tout de suite. Ça pose quand même un problème. Moi, je revendique ou le droit de dire ce que j'ai envie de dire, ou alors il ne faut pas nous dire que la franc-maçonnerie est aussi libre que ça, et on voit bien qu'elle ne l'est pas dès lors qu'on, au lieu de taper sur les musulmans, dès lors qu'on dit, mais attendez, Bernard-Henri Lévy, par exemple, ah non, ça, faut pas toucher. Des choses qu'il faut pas toucher du tout, et on le voit quand on est sincère et qu'on essaie, parce que normalement, on est censé, quand on intervient, essayer de voir comment s'améliorer. Donc quels sont les problèmes, ce qui se passe dans la société, des sujets de réflexion. Alors on peut le faire, mais pas sur les sujets dont on parle. C'est un peu ce qu'a vécu notre ami Dieudonné. C'est-à-dire on peut parler de tout, on peut se foutre de la gueule des Noirs, des Arabes, des Chinois, de tout ce qu'on veut, mais... Des Français même. Des Français, c'est même conseillé pour avoir la Légion d'honneur. Et puis on voilà. parle jamais de la francophobie. Voilà. De la christianophobie. On en parle le moins, tu vois, c'est pas des sujets à la mode. Et là c'est devenu insupportable. Voilà, donc... Et puis, voilà, je ne suis pas un ultranationaliste, mais je suis français, j'ai pas envie de devenir israélien, déjà, pour commencer, et j'ai envie de garder ma liberté. BHL fait partie de la secte dont tu parles? Non, mais il est considéré, il faut le savoir, comme... lui, déjà, s'autoproclame comme le messager du grand Israël, et malheureusement, il est pris comme ça, parce qu'il faut bien comprendre que dans les délires de ces gens-là, quand je dis de ces gens-là, je parle de BHL, je parle pas des juifs en général qui sont pas heureusement tous là-dedans, mais des juifs suprémacistes. Leur racisme va au-delà de juifs ou pas juifs. Ils se considèrent eux-mêmes comme la crème de la crème de la crème des juifs, et ils se foutent complètement des juifs du quotidien. Ils se considèrent comme élus parmi les élus, 12e tribu d'Israël ou tout ce que tu veux, et ne se définissent qu'en termes de sang, de race, d'un racisme terrible. Et c'est ça qui nous amène à chaque fois à des catastrophes. Mais à chaque fois qu'on le dit, c'est insultant. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais encore une fois, je me mets au niveau de beaucoup. Mais on l'a vu chez Ruquier, pourtant il a un discours plutôt sain, il est sympa. Oui, c'est ça, oui, vachement sain, oui, très sain. Oui, c'est quand même un type qui, depuis 30 ans, nous met dans la merde absolument partout, qui est responsable. Je ne sais pas si sur le plan légal on a le droit de ça, on va dire qu'il y a une responsabilité. Bon, il participe. Voilà. La Serbie, la Bosnie, la Libye, la Syrie. Bon, c'est quand même hallucinant qu'un type qui n'a jamais été élu, bon, à part élu de naissance par son sang, mais bon, voilà, qui n'a jamais été élu nulle part, qui n'a écrit que des merdes, dont tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, sur ceux qui ont peur, évidemment, puisse sonner un président de la République, enfin deux, parce que Sarkozy
Hein, si Bernard-Henri Lévy n'avait pas dit à Sarkozy, allez hop, on fait la guerre en Libye, on va massacrer Kadhafi et foutre des bombes un peu partout, etc., et semer le chaos, ça ne se serait pas fait. Si il n'avait pas dit à Hollande, on va en Syrie, ça ne se serait pas fait. Comment un type pareil peut avoir, dans soi-disant démocratie, un pouvoir pareil? Ben, ça s'explique par le racialisme, par le fait qu'il est considéré sur le plan sanguin comme vraiment ce qui se fait de mieux, hein, encore une fois, tribu d'Israël, et voilà, mais sinon on n'est plus du tout dans une démocratie, il faut quand même le dire, et en fait, comme tout est toujours détourné, le racisme, il est évidemment de ce côté-là. Nous, on ne se définit pas supérieur par notre sang, on s'en fout, pas du tout. Mais c'est nous qui nous faisons traiter de racistes, parfois, donc voilà. Enfin, ça commence à bien faire, quoi. Voilà. Je suis intéressé au martinisme. Oui. J'ai été élevé au grade de supérieur inconnu, initiateur libre, grand initiateur libre, donc au dernier degré du martinisme. Et j'allais dire que ça m'intéressait davantage, parce que pour le coup, malgré ce qu'on peut dire sur les martinistes, j'ai vu moins de lobby et de récupération de ce côté-là, d'autant plus que c'était un martinisme qui se rapprochait de Maître Philippe, si tu connais Antelme Nizier-Philippe, qui était alors pour le coup très proche de Jésus, en l'occurrence, parce que c'est pareil, il y a énormément de branches différentes. Hein. Ouais. Ça veut Le plus problème, c'est que Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur chez eux. Le martinisme, je connais bien aussi, puisque il y avait des membres de ma loge qui en faisaient partie. Et c'est quand même un ésotérisme clair, net et précis. Oui, moi je te dis là-dessus, je suis plus modéré que toi, je n'ai rien contre l'ésotérisme, bien compris, mais voilà, toi, je sais que tu es très... Voilà. Ouais, là, c'est la seule chose pour moi, qui différencie un peu. C'est de l'occultisme, c'est un satanisme, ça c'est clair et net. Mais il faudrait déjà qu'on donne une définition. Alors, occultisme au sens où je pense qu'il entend, je te comprends, mais ésotérisme, si tu veux, je pense que là, pour moi, ésotérisme, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le contraire de l'exotérisme. Exotérisme, pour moi, c'est une lecture littérale des Écritures. Par exemple, voilà, si on prend... Alors, si on lit l'Ancien Testament de manière exotérique, bon courage, parce que, on va dire à un juif, il faut qu'il égorge son enfant parce que le Dieu, son premier fils, d'ailleurs il y en a qui le font, hein, ça faut le savoir. Bon, en fait, quand je parle d'ésotérisme, pour moi, l'ésotérisme, c'est une manière ouverte et réfléchie et peut-être instinctive de lire les Écritures et non pas littérale. Mais évidemment, je comprends ce que tu veux dire aujourd'hui. Dans l'Évangile, il y a des passages tout à fait littéraux et également beaucoup de symbolisme. Il y a les deux en fait. Donc, il faut savoir quoi est symbolique ou pas. Et quand on parle d'ésotérisme, dans l'esprit collectif de la masse, c'est quand même le magnétisme, toute la magie blanche, la médiumnité, toutes ces choses-là. En fait, toutes ces choses qui finalement ne sont pas, en tout cas, tout à fait clairement anti-bibliques. On le voit je ne crois pas que le magnétisme soit anti-biblique. Ah si, complètement. Par exemple, un magnétiseur te guérit par du magnétisme, alors que dans la Bible, il pose juste la main, il dit au nom de Jésus-Christ, et guérit, et boum. En fait, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas d'énergie. Là, je te suis moins là-dessus. Enfin, l'important, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas, là, parce que mon avis, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais toujours est-il que un type peut te soigner. On peut pas voir Satan partout non plus. Non, bien sûr, mais tu sais, la Bible dit bien que le monde entier est sous l'influence du malin. Ça, on le sait bien, évidemment, mais ça je pense c'est incontestable. On est dans le monde de la matière. Il ne faut pas être paranoïaque, mais quand même, il faut bien se rendre compte que ce monde est à Satan aussi. Donc, c'est pas pour rien. Et Satan passe son temps à cloner Dieu avec toutes sortes de doctrines alternatives. Voilà. Donc, effectivement, il peut te guérir. Par exemple, si on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre verset 16, on voit, par exemple, il y a une femme qui a un esprit satanique en elle, qui pourtant voit l'avenir, tout simplement. Elle est super heureuse de voir Paul et Silas, des hommes de Dieu. Ah oui, ça, et Paul se retourne vers la personne et il dit au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps, un esprit qui est en elle, et elle perd son don de médiumnité. Tout ça pour te dire qu'il peut te faire voir l'avenir, il peut te donner des dons incroyables. Ça s'appelle une possession, évidemment. Non, mais elle n'était pas hystérique. Hein. Tu vois, mais les gens possédés ne sont pas tous hystériques. Loin de là. Par exemple, ils peuvent guérir aussi, on le voit. Bref, on le voit dans la Bible, tout ça, c'est pour ça que... Non, mais là tu as raison, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les magnétiseurs qui le font vraiment pour essayer d'aider quelqu'un. Ah non, ça c'est sûr. La plupart sont justement bien intentionnés. En fait, le propre du satanisme, c'est la plupart du temps de ne pas savoir qu'on sert Satan. Ça c'est le top. Comme ça au moins, on s'en occupe pas. C'est la fourberie des satanistes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et le retournement des mots.
le bien c'est le mal, le chaos c'est bien, voilà, la guerre sans l'aimer, comme dit Monsieur Lévy, qui d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il bon, je pense que quand même la plupart des gens qui nous écoutent savent qui est ce mec-là, mais de nom, mais la plupart ne savent pas ce que tu es en train de dire. Justement, ça, il faut savoir quand même ce que ce type fait depuis 40 ans. Il n'y a pas une personne aussi nuisible dans ce pays que Bernard-Henri Lévy, il faut le dire, et qui essaie de se faire passer pour un saint, mais qui écrit dans ses livres l'intelligence c'est Satan. Hein, ça, il écrit, il en est très fier. Et alors lui se considère, d'ailleurs, je pense s'il m'entendait, il serait très fier d'ailleurs de ce que je dis en fait. C'est-à-dire quand je dis le Satan, c'est Bernard-Henri Lévy au sens, voilà, il serait très heureux de ça sans doute, parce qu'il se revendique ça. Oui, on l'a vu dans un reportage. Hein, voilà, mais il a dit, il a écrit, c'est pas seulement ce qu'il a, il l'a écrit dans ses livres. Donc si tu veux, c'est ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui joue d'ailleurs assez intelligemment de la bêtise des gens et de leur faiblesse vis-à-vis effectivement de quelqu'un qui présente un peu de charisme et puis surtout qui a beaucoup de pouvoir et qui fait peur autour de lui et qui continue à nous mener vers le chaos et à se faire applaudir. Voilà, le propre d'être juif, c'est d'attendre le Messie, c'est-à-dire de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie et d'attendre toujours le Messie. Ça, c'est être réellement juif. Mais si, en tant qu'adorateur de Satan, il ne peut pas être juif, réellement juif. Oui, enfin là, oui. Enfin, disons qu'il fait partie de ces suprémacistes qui dépassent le cadre du judaïsme classique. Effectivement, il n'y a pas un rapport. Moi, je suis très ami avec certains juifs qui ne sont pas du tout comme ça, Dieu merci. Mais malheureusement, ce qu'on entend aujourd'hui, ce ne sont que des gens de ce clan-là. C'est-à-dire de cette tribu-là. On entend Finkielkraut, on entend Bernard-Henri Lévy, on entend Attali, on n'entend pas beaucoup les autres ou des juifs du quotidien qui n'ont rien à faire de ça. Et voilà, donc ils s'approprient la parole d'une communauté, d'une religion, d'un peuple, enfin on ne sait plus, bon, bref, de gens qui ne lui ont rien demandé. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec lui, mais pas une majorité. Je veux dire, le juif du quotidien, il s'en fout de ce que raconte M. Bernard-Henri Lévy, mais il le fait exprès et il se moque bien mal des conséquences. Et de toute façon, il faut que l'Israël de Netanyahou, c'est-à-dire vraiment l'Israël du diable, là, au sens littéral, il continue à semer le chaos absolument partout pour avoir des justifications, pour prétendre se défendre, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à défendre du tout, parce qu'ils ont le pouvoir absolu, la force, contre quoi, 3 jets de pierre. Donc il faut bien toujours continuer à entretenir ça pour pouvoir mentir et pour pouvoir toujours créer un ennemi. Créer un ennemi pour mieux pouvoir se diffuser dans le monde entier. Moi, je dis qu'on est les prochains Palestiniens, et c'est très clair et c'est sérieux. Je sais que c'est vrai, si on ne réagit pas, on est les prochains Palestiniens de notre pays. Moi j'ai écrit il y a une dizaine d'années une œuvre qui s'appelle Palestine, dédiée à Yasser Arafat, et que j'avais diffusée. J'avais essayé de trouver des fonds pour créer un conservatoire à Gaza. Bon, le conservatoire a fini par se créer, mais il a été détruit par les frappes, il y a 1 an et demi, n'est-ce pas, les frappes d'amour, les frappes d'amour et de lumière, voilà, de nos grands amis israéliens. Et j'ai eu les pires problèmes de la Terre avec ça. Même mon éditeur a été menacé pour avoir publié cette œuvre, qui est une œuvre musicale. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est pas, je suis pas un polémiste, tu vois, c'est une œuvre musicale. Simplement pour rappeler, oui, coucou, la Palestine, ça existe. Bon, voilà, j'ai fait ça. L'éditeur a eu l'intégrale, quoi. Moi aussi, d'ailleurs. Donc on en est là. Wow. On en est là. Donc, alors il y a les gens qui vont dire, oh d'accord, j'y reviendrai plus parce qu'il va y avoir de problème. Puis il y a les fous comme moi qui au contraire vont en rajouter une couche. Et il ne faut pas qu'on se laisse faire, parce que si on arrête aujourd'hui, et si à la moindre petite menace on se couche, on est foutu. Si les gens ne comprennent pas que la liberté qu'on a si durement acquise, elle n'est pas éternelle, alors là c'est problématique. Parce qu'on est en train d'essayer de nous les enlever toutes. Tu crois vraiment à un réveil massif? Une prise de conscience massive? Tu crois pas qu'à chaque fois qu'il y a eu de toutes sortes d'affaires complotistes, tout ça, des choses quand même, voilà, l'histoire du monde, c'est des complots, il y a toujours eu des choses comme ça. Le petit peuple n'a jamais eu réellement son mot à dire au final. Ah, mais le peuple n'a jamais son mot à dire. On sait bien que ce qu'on dit de la Révolution française, c'est une blague, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu une Révolution française, c'est un putsch organisé qui au départ était censé faire tomber Louis XVI pour mettre un autre. Au départ, c'était pas du tout la République, etc. Bon, mais on sait bien que c'est pas Marianne avec un sein nu et voilà, enfin, tout ça c'est de la légende derrière, on sait bien. Mais là je crois qu'il y a deux choses qui diffèrent, hein. Déjà la révolution elle est passée depuis longtemps, la République les gens ont essayé, et là on est pour moi dans ce qu'on appelle la dernière marche.
c'est-à-dire que jusqu'il y a 2 ou 3 ans, les sionistes mentaient effrontément. On peut dire aujourd'hui qu'ils mentent quasiment plus, c'est-à-dire que maintenant ils se montrent de plus en plus tels qu'ils sont. Il faut quand même entendre quand on voit Attali qui dit que il faudra euthanasier les gens de 65 ans qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Mais tu sais, des fois, pour bien cacher quelque chose... C'est juste un exemple, hein, mais je veux dire... Pour bien cacher quelque chose, tu le caches pas. Voilà, c'est ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, visiblement, maintenant, les suprémacistes sionistes sont tellement certains de leur contrôle absolu qu'ils en font trop. Ils sont très arrogants et souvent très gaffeurs. Maintenant, ils disent ce qu'ils pensent, ce qui est pas plus mal, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui, il y a quelques années, considéraient Alain, Soral ou moi comme des allumés, et qui aujourd'hui disent, mon Dieu, mais vous aviez raison, mais c'est même encore pire. Et on le voit tous les jours. C'est pas pour prendre votre défense ou la défense d'Alain Soral qui est le bouc et le juge, vraiment la cible facile, mais quel combat quel héroïsme de combattre Alain Soral alors que le mec n'a aucun pouvoir en société. Je veux dire, il fait de mal à pas à grand monde et non, mais c'est dégueulasse. Faut vraiment être un fou pour s'attaquer à Alain Soral, quel courage, tu vois. Donc, mais ils sont très lâches, c'est ça qu'on les reconnaît. Et heureusement qu'il a, ce qu'il faut, parce qu'ils aimeraient bien l'humilier, ils aimeraient bien symboliquement, parce que tout est symbole, on y revient. Oui. Et donc celui qui a défié, leur suprémacisme, ils aimeraient bien le voir pleurer, quoi. C'est ça, tout est là dans l'humiliation. Et lui a bien compris, on a bien compris que non seulement quand on est courageux on va jusqu'au bout, etc., mais qu'en plus se coucher ou baisser les yeux ou revenir un peu en arrière, c'est encore pire, parce que on peut prendre l'exemple comme toujours en Israël, tous les Palestiniens modérés, même parmi les politiques, qui ont vraiment fait tous les gestes possibles de tendre la main et d'essayer de régler les choses vraiment diplomatiquement, et se sont fait massacrer, se sont fait savonner leur planche. Il faut connaître la psychologie des suprémacistes sionistes, leur violence. Donc nous on est des non-violents, mais bon, je veux dire, quand on se fait insulter, agresser du matin au soir, par il faut bien comprendre qu'ils ne veulent plus d'espace du tout dans lesquels on puisse parler. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un, alors Alain Soral, on l'a empêché de parler, on a mis Zemmour à la place, c'est-à-dire, un Soral light, mais qui n'est Soral qu'à 80%, c'est-à-dire il écrit la même chose qu'Alain, mais 10 ans après, et puis lui, il peut passer parce qu'il n'est pas antisioniste. Sinon, effectivement, il parle comme Alain sur plein de sujets. Donc, voilà, on en boycotte un, on en met un, mais qui est de la communauté et qui a un certain talent, ça c'est clair. Mais voilà, et tout est comme ça. On interdit Dieudonné, et puis on met, comment il s'appelle, l'autre aussi de la communauté, qui va aussi provoquer, mais pareil, mais surtout, sauf sur le même sujet, la Team C, voilà. Tout est comme ça. Donc il faut toujours couvrir l'intégralité de problèmes médiatiques avec des gens qu'on peut contrôler. Je fais référence aux Français moyens, je veux dire, c'est-à-dire 80 fous comme moi qui au contraire vont rajouter une couche, et il ne faut pas qu'on se laisse faire, parce que si on arrête aujourd'hui, mais vous aviez raison, mais c'est même encore pire, et on le voit tous les jours. C'est pas pour prendre votre défense ou la défense d'Alain Soral qui est le bouc et le juge, vraiment la cible facile, mais quel combat quel héroïsme de combattre Alain Soral alors que le mec n'a aucun pouvoir en société. Je veux dire, il fait de mal à pas à grand monde, et non, mais c'est dégueulasse. Faut vraiment être un fou pour s'attaquer à Alain Soral, quel courage, tu vois. Donc mais ils sont très lâches, c'est ça qu'on les reconnaît. Et heureusement qu'il a ce qu'il faut, parce qu'ils aimeraient bien l'humilier, ils aimeraient bien symboliquement, parce que tout est symbole, on y revient. Et donc celui qui a défié leur suprémacisme, ils aimeraient bien le voir pleurer, quoi. C'est ça, tout est là dans l'humiliation, et lui a bien compris, on a bien compris que non seulement quand on est courageux on va jusqu'au bout, etc., mais qu'en plus se coucher ou baisser les yeux ou revenir un peu en arrière, c'est encore pire, parce que on peut prendre l'exemple comme toujours en Israël, tous les Palestiniens modérés, même parmi les politiques, qui ont vraiment fait tous les gestes possibles de
de tendre la main et d'essayer de régler les choses vraiment diplomatiquement, et se sont fait massacrer, se sont fait savonner leur planche. Il faut connaître la psychologie des suprémacistes sionistes, leur violence. Donc voilà, nous on est des non-violents, mais bon, je veux dire, quand on se fait insulter, agresser du matin au soir, voilà, par il faut bien comprendre qu'ils ne veulent plus d'espace du tout dans lesquels on puisse parler. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un, alors Alain Soral, on l'a empêché de parler, on a mis Zemmour à la place, c'est-à-dire, j'allais dire, un Soral light, mais qui n'est Soral qu'à 80%, c'est-à-dire il écrit la même chose qu'Alain, mais 10 ans après, et puis lui, il peut passer parce qu'il n'est pas antisioniste. Sinon, effectivement, il parle comme Alain sur plein de sujets. Donc voilà, on en boycotte un, on en met un, mais qui est de la communauté et qui a un certain talent, ça c'est clair. Mais voilà, et tout est comme ça. On interdit Dieudonné et puis on met, comment il s'appelle, l'autre aussi de la communauté, qui va aussi provoquer, mais pareil, mais surtout, sauf sur le même sujet, la Team C, voilà. Tout est comme ça. Donc il faut toujours couvrir l'intégralité de problèmes médiatiques avec des gens qu'on peut contrôler. Je fais référence aux Français moyens, je veux dire, c'est-à-dire 80% des Français. Les questions qui se posent, c'est par un Soral, tous ces trucs-là, ils s'en foutent complètement. C'est comment c'est ça le problème. Moi, toutes ces choses-là, oui, mais justement, ils sont au milieu de tout ça, ils s'en foutent. Bah oui, mais notre but à nous, à tous ceux qui essayent d'éveiller les gens, c'est de leur faire comprendre le rapport qu'il y a entre leur situation actuelle et ça. C'est ça. Et au lieu de se tromper et de faire, parce que le but, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que ces suprémacistes sionistes sont en train d'essayer de nous déclencher une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Faut être tout à fait clair, c'est ça. Il faut que les gens qui sont là en ce moment dans la merde se disent, mais attends, c'est pas de la faute de mon voisin parce qu'il est musulman et qu'il paye ses impôts depuis toujours et qu'il travaille, etc. qu'on est là. C'est de la faute de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qui est aux commandes? Il n'y a pas beaucoup de Mohamed aux commandes. Faut quand même pas déconner. C'est des Moscovici, c'est des Attali qui vient de créer d'ailleurs son groupe de réflexion avec l'argent de l'État qui s'appelle Kaiser Soze. Je pense que ça te dit quelque chose, le film Usual Suspects. Bon, le mec ose en plus appeler ce groupe Kaiser Soze, le groupe qui dirige. Mais je veux dire que dans la pensée juive suprémaciste, le crime ou la chutzpah est toujours avoué, c'est toujours écrit quelque part, il suffit de trouver. Donc ils se foutent de nous. Et ils sont persuadés aujourd'hui que leur islamophobie, etc., ça va fonctionner et qu'on va pas voir ce qui se passe au fond et qui déclenche les guerres. En tout cas, la Libye, c'est pas Mohamed qui a fait qu'on est envahi pour certains ou dans le chaos pour d'autres. C'est Bernard-Henri. Ce qui est bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on parle de plein de trucs. Vous avez vu, sociologie, sioniste, franc-maçonnerie. Tout se rejoint en fait, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc ouais, c'est un machin. On va encore revenir sur la... Ok, merci. Merci de droit à la parole. Donc là, on est justement sur le premier aspect. Donc si on a le temps, on écoutera en fait plus tard le second. Donc ce serait bien qu'on puisse interagir déjà à partir de celui-ci. Attends, il y a Pourvu en fait qui a peut-être son micro, ça fait un écho. Oui, ça fait un écho. Attends, je vais couper son écho. Là, c'est bon. Ok, merci. Oui, donc du coup, vous voyez déjà là, il y a énormément en fait d'infos qu'on a pu avoir et justement pour pouvoir étayer un petit peu tout cela, j'aimerais en fait vous lire quelque chose pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de tout ce qui est en train de se passer. Et je pense que ce sera aussi un message, par exemple, vu qu'il y a Cher seulement qui posait des questions tout à l'heure par rapport à des aspects en fait sur des choses de l'Afrique. Et pourquoi je dis toujours en fait aux Africains qu'il faut pas qu'ils pensent que tout ce qui est en train de se passer, ils n'ont pas en fait d'ingérence en fait à l'intérieur. Je vais vous lire un article, j'en ai plein comme ça. Mais je vais vous lire un article et vraiment vous-même vous allez vous faire votre idée. Ça vient en fait du monde diplomatique et c'est un article qui a été rédigé justement en fait en 97 et vous allez voir un peu les choses, vous allez retrouver beaucoup de choses. Donc l'étrange influence des francs-maçons en Afrique francophone.